Politique, épisode sur l'actualité au 18 janvier 2026. Cette semaine, je fais un test en diffusant sur Discord en même temps que j'enregistre. Fait que ça, il n'y a pas d'objectif d'interaction, mais au moins un objectif de tester des plateformes pour faire ça un peu plus live et un peu plus, disons, dynamique. Ce genre de choses-là. Shameless Plug, 29 janvier à Montréal, de Coming AI Hackers. Bruce Neuer est à Montréal, à l'Université de Montréal. Donc, moi, je vais y assister malheureusement en virtuel. J'aurais aimé y assister en présentiel. Mais bref, si vous êtes à Montréal, d'aller le voir, ça va être vraiment charme comme discussion sur ce genre de concept-là. 25-26 février, le Secure. Le 27 février, Blackout. Tout à Québec. Le Call for Paper est encore ouvert. Nous sommes sur le point de le fermer parce que nous avons vraiment beaucoup de belles candidatures. 31 mars au 2 avril, InCyber, le 14 au 17 avril, le BotConf, le 28-29 avril, CyberErgo, Cyberconférence, auquel je vais aller enregistrer quelques podcasts comme j'avais fait l'an dernier, ça va être super chouette. 9 au 17 mai, NordSec, la même chose, je vais confirmer des enregistrements des podcasts, j'ai très hâte, puis probablement un panel en plus, donc aussi comme l'année passée, ça va être vraiment chouette. 3 au 5 juin, le Styx, et reminder de ne pas l'oublier, de pouvoir d'aller participer. Puis le 19 février, le B-Side à Montréal, qui encore une fois, je pense que je vais aller participer. Commençons cette semaine par le AI, la grosse nouvelle laquelle je n'aborderai pas sur le podcast parce que je garde le contenu pour l'enregistrement que je fais cette semaine avec Cybercitoyen. Grok, ça a monopolisé beaucoup d'espace dans l'actualité avec beaucoup de choses. Fait que bref, ça va être beaucoup plus intéressant d'avoir une interaction avec Cybercitoyen, Catherine et Samuel sur ce sujet-là, puis de débattre un peu que de moi tout seul de chialer dans ma grotte sur ce côté-là. Fait que ça va être intéressant. Fait que ça va être diffusé l'autre semaine, cet épisode sur Grok. Puis je crois qu'il y a encore de l'espace à ce qu'ils fassent ces frasques cette semaine, donc jusqu'à l'enregistrement. Ça va être intéressant cette discussion-là. Sinon, qu'est-ce qu'on a appris des attaquants, l'usage de AI par les attaquants en 2025 et qu'est-ce qu'il y en est vraiment par rapport à ça? C'est essentiellement les attaquants ne sont pas comme les CEO, ne sont pas intéressés par les objets brillants, ils vont juste réadapter par rapport à ce qu'ils ont en place. Donc, d'utiliser ces outils-là pour accélérer, pas juste remplacer ce qu'ils font. Donc, les workflows n'ont essentiellement pas énormément changé, ils sont juste raffinés avec l'usage de ces outils-là. Ça leur permet d'accélérer énormément, d'être multilingues beaucoup plus facilement, de changer un peu leurs éléments, mais rien de fondamental dans leur stratégie. Et ça continue à fonctionner d'ailleurs encore. Donc, c'est un peu un élément important à considérer. Et je pense qu'on devrait s'inspirer au niveau des compagnies, comment les attaquants font, justement parce qu'ils ont une approche beaucoup plus pragmatique, parce qu'il y a le lien direct entre l'argent et l'attaque est beaucoup plus important. Et donc, les attaques sont pas toujours réussies. Bon, bref, c'est un autre environnement. Donc, de le regarder comme ça, il y a aussi le supply chain, beaucoup d'autres éléments comme ça qui sont en exploration, mais rien de transcendant par rapport à ce qui s'est passé. J'ai quelques nouvelles sur le prompt injection. C'est intéressant. Puis, je vais faire amalgamer les trois que j'ai mis dans les show notes. Essentiellement, il parle de Cloud Cowork et Microsoft Copilot qui sont vulnérables à certaines attaques de prompt injection, de certaines façons justement de se diriger. Le gros problème par rapport à ça, puis Microsoft avait répondu comme ça, Anthropic le fait la même chose, ils le font tous. Quand on tombe dans un contexte de prompt injection, ils ne sont pas très collaboratifs en termes de correction par rapport à ces éléments-là parce qu'ils disent que c'est par design que c'est comme ça. Fait que oui, ils n'ont pas tort que c'est par design. Par ailleurs, le problème par rapport à ça, c'est qu'ils disent arrangez-vous, détectez-le. Pour un professionnel, puis même moi, j'ai de la misère à le détecter. Ça peut se faire. Par contre, comme la plupart des gens l'utilisent, c'est des personnes comme mes parents qui n'ont pas de connaissances suffisantes pour ce genre de choses-là. Ils vont nécessairement se tirer dans le pied en l'utilisant et donc se créer d'énormes problèmes par rapport à cette situation-là. Donc, malheureusement, je trouve que c'est un produit qui n'est pas encore mature, qui ne devrait pas être dans les mains du grand public, puisque c'est une occasion encore plus grande pour les gens de se tirer dans le pied, donc des attaquants, de trouver des stratégies pour piéger les gens ou de voler les compagnies beaucoup plus facilement. Donc, une grosse réflexion à avoir de ce côté-là. Signal a aussi occupé l'espace médiatique pour deux nouvelles très intéressantes. La première, c'est celle que Maxime Aaron-Spank, le créateur de Signal, essentiellement, vient de lancer un modèle AI dit privé, au même titre que sa messagerie Signal, justement, avait cet aspect-là.
C'est pas le seul sur le marché, il y en a plusieurs autres, c'est pas le premier arrivé. Cependant, sa stratégie à lui est beaucoup plus simple et facile d'accès, un peu comme ce que Signal permettait, d'un accès rapide et facile. Donc, d'aller évaluer ces éléments-là, de voir comment on peut utiliser cette messagerie-là. Mais par ailleurs, c'est vraiment un contexte très particulier, si on veut, ou très défini. Je pense qu'il va y en avoir d'autres qui vont augmenter, comme celle de Proton, ça fait déjà quelques temps qui est disponible. Venice aussi, c'est des éléments qui sont intéressants à explorer, voir comment on peut aller les chercher et comment ça peut être protégé par de la cryption en bout. Apple aussi, c'est vrai, le fait aussi jusqu'à un certain point. Un certain point, c'est le marketing fait. Quand on lit les documents techniques, c'est très intéressant de voir comment tout ça peut se matérialiser. Donc, clairement, un marché qui est en train de se dessiner pour protéger les prompts qu'on envoie vers les compagnies tiers et donc ne pas se soumettre à soit du rentraînement à partir de nos données, soit de l'usage de ces données-là pour d'autres fins que celles qui étaient prévues initialement. Et considérant que ces compagnies-là ont besoin d'argent pour vivre, les compagnies AI, il ne serait pas étonnant de voir qu'avec le temps, il y ait une monétisation plus grande. On l'a vu un peu avec Anthropic, avec des changements de conditions d'utilisation de façon opt-out et non opt-in. Donc, c'est certains dark patterns qui sont de plus en plus visibles par rapport à ça. Deuxième nouvelle par rapport à Signal, c'est la présidente et vice-présidente qui avertit essentiellement que les agents AI ne sont insécures, non fiables, c'est très difficile à surveiller. Ça revient un peu à ce que le prompt injection, c'est un peu dans le même univers, mais ça va encore plus loin. Et un des éléments le plus significatif, puis on le voit avec la nouvelle suivante, qui est notamment ServiceNow aurait eu la faille la plus gigantesque du monde. On aime bien amplifier de façon démesurée. Essentiellement, ces agents-là n'ont pas de barrière d'accès comme un utilisateur a des barrières d'accès. Fait que pour une raison obscure, on ne fait pas porter l'identité de l'utilisateur jusqu'au bout où ces agents-là sont non contraints par des contrôle d'accès. Donc, on pourrait dire que c'est mon privilège moins des choses ou c'est mon privilège juste ce composant-là qui deviendrait un sous-composant de moi. Donc, pas l'entièreté de mes droits d'accès, mais une partie de mes droits d'accès. J'ai un peu de misère à comprendre pourquoi on est encore en train de taponner là-dedans parce que c'est fondamental. La GIA est un secteur mature depuis longtemps. C'est pas très facile à mettre en œuvre, c'est très difficile, les mêmes problèmes. Mais par ailleurs, en termes de connaissances puis de recherche, des choses comme ça fait longtemps, fait que je comprends pas pourquoi on patauge encore avec les agents AI, parce que dans les faits, ça devrait être exactement la même chose que ce qu'on fait dans d'autres contextes. Donc, je suis un peu fasciné par ça, parce qu'on peut même faire des subsets, des domaines, des choses comme ça. On le voit beaucoup en info numérique avec des jetons de session. Plein de jetons, fait que c'est un peu étonnant que ces choses-là ne se répliquent pas dans les AI. J'ai l'impression que ça va trop vite, puis j'ai l'impression qu'on est aveuglé par l'objet brillant. Dernière nouvelle de cette section-là, puis je la trouve importante, c'est le fait que ChatGPT va rajouter des publicités dans son service. Doivent monétiser, je comprends. Le web a été longtemps comme ça sur la base. Google a fait son pain et son beurre là, essentiellement sur la publicité. D'ailleurs, puis il y a certains éléments, il y a certains dark patterns qui ont été utilisés par Google, notamment où c'était plus difficile de discerner qu'est-ce qui était une publicité d'une recherche légitime. Donc, ces éléments-là ont été corrigés-ish avec le temps, donc de séparer un peu ce qui est une publicité payée d'une recherche légitime dans le contexte. ChatGPT, pour moi, c'est encore plus problématique parce que les gens ont tendance à faire de l'anthropomorphisme avec cet objet-là, ce service-là. Donc, de le traiter comme un humain. Donc, si celui-ci commence à pousser des publicités, ça va être une capacité de manipuler les gens, je pense, qui est encore insoupçonné. L'appétit de ces compagnies-là est énorme, donc c'est très difficile, puis on le voit avec les problèmes de santé mentale, les psychoses, l'abordage avec cybercitoyen, notamment sur les éléments de psychose, puis comment ça transforme l'esprit. Je trouve ça très dangereux de mettre des publicités à coller sur des chats plus privés et dans lesquels la plupart des gens vont prendre ou discuter avec le AI comme c'était un être humain, donc de le mettre dans ce contexte-là. Bref, énorme malaise, j'ai hâte de voir ce que ça va faire, mais prudence, énorme prudence, puis surtout en plus que c'est les comptes non payants qui sont touchés par ça. Donc des gens qui sont généralement plus vulnérables, qui n'ont pas de moyens financiers, donc on peut supposer qu'ils ne sont pas nécessairement une littératie numérique suffisante pour être capable d'affronter ça, mais pas parce qu'on a une littératie numérique qu'on est exempt des problèmes de psychose AI, mais on a plus de chances de notre côté de ne pas avoir de problème, si on veut, par rapport à ça, d'être un peu plus
immunisé, mais c'est très marginal le niveau d'immunité qu'on peut obtenir par ça. Fait que, bref, moi j'ai un énorme malaise par rapport à ça. Fait qu'on va voir comment ça va se dérouler en 2026. Section suivante sur la souveraineté. Ça a été une grosse semaine sur ces éléments, sur cette facette-là. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs choses qui sont sorties, puis je les ai mis sous le chapeau de la souveraineté. La première, c'est vraiment le fait que Cloudflare a une pénalité en Italie. Je l'avais parlé la semaine dernière parce qu'ils ne voulaient pas bloquer des sites piratés, essentiellement dans leur DNS. L'Italie, l'organe de surveillance a mis une très grosse pénalité par rapport à ça, financière. Et la réponse de Cloudflare est assez intéressante. Puis je pense qu'il y a matière à réflexion sur l'ensemble de ça, sur le fait à quel point le législateur est là pour protéger les bénéfices d'un écosystème qui s'alimente de publicité et de droits de diffusion. Parce que là, il y a les droits d'auteur, le respect de ça, ces règles-là. Par contre, dans le contexte spécifique, puis c'est un peu la même chose en France quand on va parler des VPN, c'est particulier que l'État soit le plus grand protecteur de ces éléments-là. Fait qu'il y a des questions sociales à se poser, pas que je suis pour ou contre nécessairement là, par rapport à ça, mais de voir que ces règles-là, on parle comme le RGPD essentiellement, les choses de vie privée qui protègent les citoyens, sont tranquillement utilisées pour pénaliser des compagnies comme ça, pour défendre les intérêts des grandes compagnies. Donc, ça devient les États sont quasiment la solde des grandes corporations. Bref, j'ai de la difficulté à ce que les grandes corporations utilisent l'État à leur avantage de cette façon-là. On le vit énormément aux États-Unis, puis on le voit encore d'ailleurs aux États-Unis, mais j'ai un peu de difficulté avec ce modèle-là, puisque ceux-ci bloquent beaucoup d'informations, des conséquences assez importantes, et les technologies ne sont pas faites pour ça. Et je crois qu'on déplace le débat à la mauvaise place, un peu comme d'autres pièces législatives en Europe notamment, mais aussi en Amérique, qui déplacent ce débat au mauvais endroit et ne permet pas d'arriver au vrai résultat voulu, si on veut. Donc, de voir comment ce résultat-là peut se manœuvrer ou s'articuler. Pour arriver quand même, il faut que les ayants droit soient des éléments protégés, mais à quel point et à quelle puissance financière que ça. Ça, c'est une chose. L'autre chose, la réponse de Cloudflare par rapport à ça, c'est menace de sortir de l'Italie, de ne pas protéger les Olympiques, de retirer ses serveurs du pays, d'empêcher les citoyens italiens d'utiliser ses services gratuits et de ne pas mettre de bureau en Italie. Donc, il y a une menace de corporative par rapport à ça et même vont jusqu'à dire qu'ils ont fait intervenir l'administration Trump à ce sujet-là. Donc, c'est comme un combat un peu étrange. Tant qu'à moi, par rapport à ça, que Cloudflare se retire de l'Italie, c'est son libre droit. On est dans un marché qui est quand même libre par rapport à ce genre de choses-là. Et si l'Italie ne veut pas que Cloudflare travaille sur son territoire, bien que ça finisse là, puis que Cloudflare se retire de l'Italie. Tant qu'à ça, pour moi, c'est une menace qui devrait pas faire plier un État. C'est quand même le rapport de force, il faut qu'on balise ça. Mais bon, bref, on est dans une situation, puis d'ailleurs, dans les nouvelles sur Grok, les États-Unis interviennent. Bref, il y a comme des complications de géopolitique à travers ça. Mais tant qu'à moi, si l'Italie croit fermement à ces règles-là et en fait, ne devrait pas devoir plier devant des menaces d'une grande corporation américaine. Fait qu'on est dans comme un drôle de concept dans ce cas-ci. Et pour faire du pouce là-dessus, en plus, l'agence de surveillance de vie privée, de l'autre côté, est en train de se faire enquêter pour corruption. Fait que, on est comme dans un drôle de concept. En tout cas, bref, en Italie, ça grouille pas mal. Puis c'est justement l'autre nouvelle que je faisais référence, c'est que la France ordonne pour les VPN, pour des mêmes raisons, pour encore protéger des droits de diffusion. Je comprends l'intérêt de protéger des droits de diffusion, mais en même temps, tout ça est un peu étrange. C'est un peu plus facile avec des VPN de bloquer que la requête de l'Italie par rapport à Cloudflare sur les DNS. Je comprends. Mais en même temps, il va falloir... Il y a des réflexions à avoir socialement. C'est comment on protège les revenus de ces grandes compagnies-là sans que l'État devienne des agents de police privés pour ces grandes corporations-là, quitte à ce qu'ils
changent leur modèle d'affaires, qu'ils changent. Bref, il y a de quoi. Bref, il y a des réflexions à avoir là-dessus. Mais je trouve qu'on commence à utiliser la technologie pour des drôles d'objectifs. L'autre nouvelle, puis celle-là est très intéressante, c'est la Chine va bannir les logiciels de cybersécurité d'Israël et des États-Unis, ce qui est tout à fait légitime en soi, puisque la Chine est rendue suffisamment puissante. OK, a volé un peu de technologie au passage, mais a quand même cette capacité d'indépendance au niveau de ses logiciels de sécurité et pour des raisons qui sont assez évidentes, voudrait se distancer des Américains et des Israéliens en l'occurrence parce qu'il y a une inquiétude de plus en plus grande face à ces logiciels de sécurité-là. Pour la même raison que les logiciels russes comme Kaspersky, par exemple, sont aussi peu ou pas utilisés dans la plupart des pays occidentaux parce que nous avons peur de la Russie. Donc, toute cette logique-là fonctionne. On est en train de balkaniser l'univers, l'Internet. Ça rappelle la très bonne conférence de Frank Desert, je crois, au Secure ou dans une autre chose. Il faudrait que je vérifie pour voir si je ne peux pas les mettre dans les show notes. Mais c'est une très belle présentation, justement, qui venait mettre en lumière ce problème-là et clairement est en train de se dérouler pour de vrai devant nos yeux. Quand il l'avait fait, c'était un peu plus théorique comme ce qui s'en venait parce qu'il c'était pas autant marqué que ça l'est maintenant, en tout cas dans l'action qui sont dans cette direction-là. Donc, présentation très intéressante, je vais essayer de vous le retrouver. Sinon, AWS vient de démarrer ses centres de données typiquement européens, un peu comme les autres offres qui sont présentement sur le sol européen. Dans ce cas-ci, c'est un opérateur allemand qui va ces technologies-là. C'est un peu, sans rappeler, Blue et Sense, qui sont deux autres technologies de cette nature-là, où c'est un opérateur européen qui utilise des technologies américaines pour offrir le service. Donc, la potentialité d'une séparation ou d'un fait que les lois extérieures américaines ne puissent pas rentrer jusque-là. Par ailleurs, il y a encore beaucoup d'autres et les opinions juridiques n'ont pas encore été clairement montrées en ce sens-là, savoir à quel point ils sont vraiment protégés de l'extraterritorialité de ces compagnies-là. Donc, c'est intéressant à voir, mais en même temps, on voit que ces compagnies-là, les trois grands hyperscalers notamment, s'inquiètent beaucoup de cette action-là et donc les actions un peu hostiles du gouvernement américain et là, donc la frousse que ça donne ailleurs dans le monde. Donc, ça joue avec leur modèle d'affaires. On est en train de voir des déclinaisons de ça. Et c'est intéressant parce que là, s'il y a un intérêt légitime, on va avoir de plus en plus de recherches de ce côté-là. Donc, c'est très intéressant. On va peut-être avoir des éléments locaux par rapport à ça. Et c'est pas sans rappeler que OVH a un vrai cloud souverain qu'on est capable d'installer localement, en l'occurrence. Donc, d'arriver dans un contexte comme celui. Donc c'est intéressant. Je n'ai pas de capacité de comparer entre un et l'autre. Là, j'ai eu des présentations sur le cloud OVH, mais je n'ai pas touché la technologie, donc je ne peux pas apprécier, puis je suis encore moins connaissant de ce qu'ils font en Europe, Blue, AWS et Sense en l'occurrence. Aux Pays-Bas, il y a une compagnie américaine, une multinationale américaine qui va acheter le fournisseur des identités nationales. Ça crée une drôle de situation, conflit puis un peu d'ambiguïté puisque les gens ne veulent pas nécessairement se mettre les Américains à dos, ce qui est pas fou comme idée, n'est-ce pas? Par ailleurs, les citoyens s'inquiètent du fait que c'est contrôlé par une compagnie américaine. Et là, ça ramène le fait que l'identité nationale ne devrait pas être de propriété privée. Donc, en l'occurrence, dans ce cas-ci, aux Pays-Bas, c'est de propriété privée, de ce que l'article, en tout cas, de ce que j'en comprends. Et donc, la capacité de se faire acheter par une compagnie étrangère. Donc, dans ce qu'Andrill a une intention d'acheter. Donc, c'est très intéressant comme concept. Moi, je suis beaucoup plus d'accord comme on le voit dans plusieurs, notamment au Québec, où c'est l'État qui administre l'identité numérique. Donc, c'est beaucoup plus probant, donc c'est plus régalien comme approche. On le voit la même chose en France, par exemple. Donc, c'est beaucoup plus propice et protégé. Puis, à la limite, on va le faire par une entreprise privée, puisqu'on croit peut-être que l'administration est plus efficace que dans un organisme public. Mais il faut que ces compagnies-là soient non achetables par des profils étrangers, donc d'avoir des règles qui bloquent avant même que l'idée puisse émerger d'abord, d'acheter ça, de créer l'espèce de conflit dans lequel les autres se retrouvent présentement. Et dernier article de cette section-là, très intéressant, c'est quelqu'un qui prend le temps de détailler toute la position du Canada par rapport où on est, qu'est-ce qu'on fait, notre dépendance aux technologies américaines. On est très collé sur les Américains, donc c'est un défi. Depuis un an, on doit se re-questionner par rapport à cette situation-là.
on avait des lois qui ont été notamment sorties dans l'ère Trudeau qui ne faisaient pas l'unanimité. Puis à certains égards, je ne suis pas en désaccord avec le fait qu'ils aient été retirés depuis, puisque ces lois-là faisaient juste l'équivalent d'un tarif. Donc, faisaient juste refiler la facture aux commerçants canadiens au lieu de faire payer les grands groupes. Fait que, ça, en ce sens-là, dans l'absolu. Fait que peut-être réadapter un peu, puis j'avais déjà parlé d'ailleurs de cette notion-là que de faire payer les grands groupes, c'est pas de façon directe comme ça, parce que la facture est refilée aux commerçants, dans ce cas-ci, ou en tout cas, celui qui paye au bout de la ligne, ça ajoute une taxe par-dessus, c'est comme la TPS était vécue. C'est pas le commerçant qui le paye, c'est le consommateur. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça aurait été plus propice d'avoir un impôt ou des règles, d'aller puiser de l'argent directement dans les revenus qui sont tirés du Canada. Mais bon, bref, ça, c'est un autre débat. Mais c'est un article très complet, un peu pessimiste en quelques égards, et de voir à quel point on est mal positionné, c'est vrai, mais depuis un an, il y a des discussions réelles qui se font. Et nous avons une certaine montée en maturité des différentes personnes qui sont au Canada, au Québec ou à travers le Canada essentiellement, sur cette approche-là de souveraineté numérique, donc de capacité de mieux comprendre et donc de poser des actions concrètes. Ça prend du temps, donc on ne peut pas passer de tout, du tout, donc de 100% pas souverain à 100% souverain. Donc, il y a une gradation et un chemin à faire, donc c'est intéressant de voir. Puis qu'il va y avoir des gestes concrets qui, j'ose espérer, s'en viennent pour que nous rassurer de ce côté-là. Et je crois que des grandes compagnies américaines, comme en Europe aussi, sont en train de faire des investissements majeurs au Canada sur les mêmes bases qu'ils sont en train de faire en Europe. Donc, on voit quand même un intérêt des grandes compagnies américaines de ne pas voir ce marché-là s'échapper et donc de prendre les mesures nécessaires pour calmer les inquiétudes qui sont liées aux appétits extraterritoriaux que pourrait avoir le gouvernement américain par ailleurs. Section suivante, privacy. Première nouvelle, c'est vraiment sur le fait que c'est très complexe de naviguer dans l'environnement de loi sur la vie privée aux États-Unis. Chaque État a des règles, c'est pas toujours les mêmes règles, des règles sectorielles. Donc, un paysage très, très, très complexe. Si on met en opposition au niveau européen, en lequel on réussit à développer une loi globale pour l'ensemble des pays européens. Donc, entre les deux, c'est pour ça que le manque de règles uniformes aux États-Unis est un problème en soi. Et rend ça beaucoup plus difficile d'approche. Il y a des, comme la Californie, qui est excessivement avancée en termes de loi, et même beaucoup plus que certains autres pays d'ailleurs. C'est ce qui est fascinant. On devrait peut-être s'en inspirer. Mais en même temps, si on regarde dans le côté européen, c'est beaucoup plus complexe de passer des lois parce qu'il n'y a pas d'uniformité culturelle en Europe, contrairement aux États-Unis, une plus grande uniformité culturelle pour ce genre. Donc, il y a des défis comme ça. Et si on le regarde d'un point de vue mondial, j'ai le même, en tant que Canadien, on a le même problème, puisque l'Europe a ses règles, le Québec a ses règles, il va y avoir d'autres règles au fédéral éventuellement, plus les règles aux États-Unis qui sont toutes différentes. Donc, ça l'ajoute au plaisir de toutes ces différences-là. Donc, si on peut avoir au moins des bases communes, des façons uniformes d'opérer, donc de capable de le matérialiser plus facilement comme ça. Donc, ce serait intéressant de voir ça émerger. Mais je ne pense pas qu'il y a quelque chose, ça va encore des complications d'application de ces règles-là, tout dépendant des territoires dans lesquels on est. Flock, je n'avais fait référence un peu les systèmes de surveillance de caméras, tracer les plaques automobiles, les plaques d'immatriculation, les visages, ainsi de suite. Il s'avère que ça continue à fuiter autour de cette technologie-là. De quel cas, les bases de données sont soit accessibles publiquement, la police ne masque pas suffisamment bien ou n'enlève pas les informations sensibles. Donc, il y a beaucoup de fuites par l'utilisation. Puis c'est sûr que si on regarde sur la masse d'utilisation aux États-Unis ou possible aux États-Unis, c'est sûr qu'il va y avoir des corps de police qui sont moins bien outillés, moins consciencieux, moins rigoureux et qui vont faire fuiter l'information. Ensuite, c'est les demandes d'accès aussi, le degré de journalisation. Donc, on est dans un contexte où on a une très grande masse d'informations, donc ça attire l'intérêt nécessairement dans ce cas-ci des citoyens, mais éventuellement des attaquants. Donc, à ce moment-là, ça va être intéressant. Puis, il y a un site qui est spécifiquement à savoir si on était au BinFlock, c'est-à-dire qu'est-ce que votre plaque automobile a été dans la base de données ou a été interrogée par les forces de l'ordre. Donc, c'est intéressant, mais c'est vraiment ce sont très complexes. Le UK abandonne l'identité numérique pour le travail. C'est un peu étrange. On est encore dans un contexte où on essaie d'utiliser des moyens technologiques pour régler d'autres problèmes. Moi, je suis plus d'une approche systémique, c'est-à-dire qu'il faut voir comment le système est fait et pourquoi le système incite à certains problèmes. Donc,
disons, dans ce cas-ci de la fraude de travail ou peu importe ce qui était recherché, et de trouver une façon de le régler sans être intrusif. Et j'ai plus l'impression qu'on va arriver à quelque chose de bien comme ça et de ne pas viser un 100% d'efficacité non plus parce que c'est pas réaliste. Et là, en général, la règle, la fameuse 80-20, c'est que le 20% supplémentaire qu'on va chercher, généralement, est trop coûteux pour le bénéfice qu'on obtient. Puis sur les systèmes TI, c'est vraiment très apparent. Donc, dans des systèmes comme celui-là, de vouloir s'assurer que 100% des citoyens britanniques soient une identité numérique pour le travail, je crois que c'est démesuré, mais si on met des mesures en place qui viennent couvrir 80% du problème, donc d'atténuer la globalité du problème sans la perfection, sans chercher absolument la perfection, je pense qu'on va arriver à des situations beaucoup plus acceptables qui vont réussir à régler le problème fondamental, mais qui, dans ce cas-ci, n'est pas clairement énoncé d'ailleurs. C'est un peu comme chat control. Le problème fondamental n'est pas vraiment abordé, c'est vraiment la fixation sur le moyen technologique. Comme on voit aussi beaucoup aux États-Unis, c'est fascinant que le moyen technologique devienne le point central, un peu comme le AI, d'ailleurs, sans considérer que c'est pas ça, c'est des policies, des politiques publiques qui font d'amener les pays, parce que c'est tout à fait légitime qu'on en ait, puis qu'on ne soit pas les mêmes à travers les pays. Fait que je trouve ça un peu bref, ça me rend perplexe par rapport à ce type de choses-là. Mais bon, bref, dans ce cas-ci, backtrack parce qu'il n'y a pas justement, il y a un peu trop de problèmes de pushback. La France tape sur les doigts de Free avec une amende de 42 millions d'euros pour la négligence qu'il y a eu dans la fuite de données qu'il y a eu en 2024 et dans quel cas les mesures de sécurité en place étaient largement insuffisantes pour protéger adéquatement les informations. Je te rappelle pour les gens au Québec qui la loi 25 s'en vient. Ça en vient vite d'ailleurs en termes d'application. Il y a des rumeurs comme quoi il va y commencer à y avoir des résultats d'enquête. Donc, il va y avoir potentiellement des amendes aussi. Et c'est pas la perfection qui est demandée, c'est des mesures qui sont conséquentes par rapport à ce qu'on a à protéger. Dans le cas de Free, les mesures n'ont pas été conséquentes par rapport à ce qu'ils devaient protéger. Donc, incidemment, ils ont été pénalisés. Les législateurs américains vont limiter ce que les grands fabricants automobiles peuvent utiliser pour traquer les consommateurs. À l'heure actuelle, les automobiles modernes ont tous des capacités de tracking très, très efficaces. Puis ces données sont revendues à des assureurs, puis ça peut faire monter vos assurances. Bref, ça, c'est le marché, comment ça fonctionne aux États-Unis, essentiellement. C'est moins ailleurs, parce qu'il y a plus de lois de protection par rapport à ça, mais il demeure que c'est comme ça. Donc, ils veulent appliquer une loi. C'est aussi le modèle américain d'être très à la pièce pour régler les problèmes. Donc, on laisse les gens innover, puis si on trouve que ça fait que les gens ne sont pas contents, ben on va légiférer pour aller comme ça. Fait que c'est le modèle beaucoup plus américain comme approche. Mais sachez que vos autos vous tracent, fait agissez en conséquence par rapport à ça. Dernière nouvelle de cette section-là, ben, l'immigration France, le département d'immigration a fuité sur des données d'étrangers. Ça fait un peu écho à ce que la nouvelle de Corbyn la semaine dernière sur le fait que c'est quoi, leak as a service, je ne me rappelle plus comment il l'avait nommé, je trouve ça très drôle, mais que les institutions publiques ça s'avère être dans l'absolu très négligent tant qu'à la manipulation des données des citoyens. Donc, malgré les lois, il manque la culture n'est pas encore là. Bref, il y a comme un défi par rapport à ça. On n'a pas réglé le problème. Puis, si on prend le RGPD, qui est en application depuis quand même déjà assez longtemps, on ne voit pas les effets sur les changements de comportement. Donc, l'effet de coercitif de RGPD ne vient pas changer le comportement. Puis, on le vu avec Free, par exemple. Fait que tous les gens croient qu'ils vont s'en sortir puis espèrent que ça va bien aller. Fait que je pense pas comme ça qu'on peut sécuriser, c'est pas comme ça qu'on peut confier. Et moi, comme citoyen, puis un peu comme Corbyn mentionnait, c'est qu'on est un peu prisonnier de ces éléments-là et qu'on est obligé de donner nos informations personnelles et ils sont pas mieux traités que ça. Donc, c'est un peu malaisant. Section suivante, Red. Le Facebook, le browser, ça veut dire que c'est essentiellement qu'il simule une fenêtre de login qui a les apparences d'un pop-up qu'ils ont, puis force les utilisateurs à donner leur nom. Fait que soyez vigilants. Il faut juste s'assurer que c'est une vraie fenêtre, juste en essayant de la bouger ou peu importe. Fait que je trouve ça intéressant qu'ils sont très imaginatifs, mais ça continue. C'est comme les pop-under, puis c'est comme. Les attaquants n'arrêtent pas d'innover sur ce type de choses-là. Donc, on va devoir arriver à des moyens beaucoup plus efficaces comme le passkey, par exemple, qui empêche le medal in the middle, ce qui est dans l'occurrence comme ça, puis vraiment de casser le modèle de façon définitive qu'on aille ailleurs
pour que ça soit plus endémique comme c'est là. Plus de 40 pays ont été affectés par les IT Nord-Coréens. Tout ce scam-là qui est fait de faux employés qui font soit drainer de l'argent puis drainer les secrets de la compagnie. Donc, c'est vraiment un énorme problème. Le pays se finance énormément comme ça. Donc, il va falloir rectifier nos processus d'embauche. Les pays plus francophones, c'est moins un problème, mais encore là, on n'est pas exempt de ça. Il y a un Never Seen Before Linux machin malware. Il y a une nouvelle trousse qui est disponible qui s'attaque principalement à du Linux dans le cloud. Il semblerait que c'est du jamais vu au sens où sous Linux, parce que sur Windows, c'était déjà vu, cette trousse-là est beaucoup plus complète en termes de fonctionnalités, détecte quand où aller, fait downloader les bons plugins pour les bons environnements, les bons clouds, les bons environnements. Donc, c'est un peu ça. C'est encore un stade de recherche parce qu'il semblerait qu'il n'y a pas nécessairement d'attaque qui a été répertoriée, mais les chercheurs ont trouvé cette trousse-là dans les marchés. Le Spyware Predator démontre un usage un peu ce qu'on trouve justement sur les malwares, l'anti-reversing, le fait de masquer, le fait de surveiller tout ça. Donc, ces outils-là commencent à s'approprier des techniques qu'on voit beaucoup chez les malwares, donc empêcher les chercheurs de voir ce qu'ils font. Donc, on commence à avoir des dark patterns très intéressants. Donc, c'est encore plus troublant de savoir que ces outils-là existent. OGidra, qui est un LLM qui est collé sur Gidra en local, qui permet de faire du reverse engineering accéléré. Donc, essentiellement, c'est un peu sur la notion de RAG. Donc, cette conversation-là, donc ça suralimente la capacité de faire du reverse engineering. Donc, très hâte de voir ça en action. J'espère qu'au NORDSEC, je vais avoir l'occasion de le voir en vrai, ce genre d'application-là, comme dans le CTF. La Chine utilise Maduro pour tromper les agences américaines. Donc, on est vraiment dans un contexte très fort où les nouvelles sont utilisées par la Chine. Juste pour que je trouve ça intéressant à quel point il était rapide et à quel point les gens tombent dans le piège aussi. Fait à quel point l'actualité attire l'attention des employés de l'État et de les amener à tomber dans le piège. CodeBuild est un élément fondamental dans la console de gestion d'AWS. Il y a eu un problème qui a été détecté, corrigé bien heureusement, et ce code-là aurait pu permettre de prendre contrôle de tous les tenants chez AWS. Donc, c'est assez majeur comme supply chain. Et c'est aussi un rappel que de mettre toutes nos œufs dans le même panier, donc dans ces grands opérateurs-là, on s'expose aussi que si cet opérateur tombe, on va se faire entraîner avec eux autres. Donc, tout le fait d'avoir chiffrement bout en bout, les clés, blabla, viennent nous protéger contre ces stratégies-là, puis d'avoir des mesures de repli ou d'utiliser plusieurs clouders. Bref, il faut réfléchir à ces choses-là parce qu'on ne peut pas se fier à un seul. Mandiant a rendu public le Ramo Table pour NTLM version 1. Puis là, ça veut dire que maintenant, dorénavant, si vous avez ça sur vos réseaux, débarrassez-vous-en au plus vite. Puisque c'est vulnérable depuis très, 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 très longtemps. Ça aurait dû disparaître depuis très, très, très longtemps. Microsoft a traîné les pieds pour forcer les gens à s'en débarrasser. Parce que Microsoft étant une compagnie qui supporte beaucoup son legacy, fait qu'il limite ou ne va pas très vite dans l'abandon de vieux concepts. Ça sont en opposition à Apple ou sont très rapides à dire à déployer même des technologies ou des supports spécifiques. Donc, de ce côté-là, de le changer, donc d'être très, très vigilant. Fait que si vous avez encore des NAS qui ont ces technologies sur ça, upgradez, malheureusement, débarrassez-vous-en s'il n'est plus supporté. Ça aussi, c'est un autre problème, le fait que quand ils sont plus supportés, le code devrait devenir public pour qu'on puisse continuer à les entretenir. Parce que la vie utile pour le fabricant et pour l'utilisateur, c'est pas la même chose. Souvent, la vie utile sur l'utilisateur est beaucoup plus longue. Puis on le voit beaucoup en OT, où tu as des équipements qui durent 20-25 ans. On trouve encore des Windows XP, par exemple, dans certains environnements, ou même des Windows 3.11 dans certains environnements, parce que les machines persistent à travers tout le temps. Donc, ça fait ce que ça fait. Fait que de garder, faudrait aborder les éléments de cette façon-là que c'est pas supporté. Mais bref, si vous avez du SMB V1, LMV1, c'est essentiellement craqué. Fait que si un attaquant qui rentre sur votre réseau, vous êtes juste fini. C'est pas plus long. La sécurité ne tient pas d'aucune façon. La dernière nouvelle de cette section-là, puis je la trouve très drôle, c'est un exécutable qui permet de fonctionner sous Windows, sous Linux et dans un navigateur web. Essentiellement, la démonstration qui a été faite, c'est qu'on est capable de bundler les 3 exécutables
dans le même gros exécutable. C'est-à-dire que sur Windows, il va ignorer ce qui n'est pas du code Windows. Sur Linux, il va ignorer ce qui n'est pas du code Linux. Et dans le navigateur, il va ignorer tout ce qui n'est pas du HTML. Donc, essentiellement, la façon de fonctionner de ces systèmes d'exploitation-là va contourner l'anomalie de la présence d'un exécutable d'un autre type et il va exécuter son code à lui. Donc, on est capable, ça fait des gros fichiers par ailleurs, qui sont faciles à détecter, mais par ailleurs, on est capable d'avoir du multiplateforme en trichant les systèmes comme ça, fait que c'est très comique. Puis il y avait un autre article que j'ai pas mis parce que je filtre, c'est dans Wine, on est capable, si on prend un exécutable Windows dans lequel on met des 6 cores Linux, les 6 cores Linux vont passer à travers et vont être exécutés tel quel. Ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est très drôle comme système. Fait qu'on va plus retrouver des attaques qui vont être de cette façon-là. Donc, on voit que les attaquants ou les chercheurs sont encore très imaginatifs. Il y a toujours un temps entre ce que les chercheurs font et l'arrivée sur l'utilisable des attaquants parce que il n'y a pas nécessairement de besoin de ce côté-là, mais bon, bref, c'est très intéressant de constater ça et de voir à quel point c'est tout ça est fragile, somme toute. Fait que, bref, je trouve ça super intéressant. C'est vraiment des belles recherches, en tout cas à mon sens. Section bleue, GitHub change son login, vient raffiner sur le fait que quand on se fait juste se loguer avec son compte GitHub, c'est spécifié comme tel. Et quand on donne accès en lecture à notre repo, c'est un autre accès. Donc, c'est une petite modification qui clarifie un peu ces éléments-là et qui vient restreindre aussi un peu les accès. Anthropic a donné 1,5 million pour augmenter la sécurité dans Python, ce qui est une très bonne chose. On ne peut être que très favorable à des compagnies qui donnent de l'argent à des fondations open source parce que toute notre structure est basée là-dessus. Donc, s'ils ne sont pas correctement financés, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas entretenir les logiciels. On a vu avec SNCF qu'on a abandonné NGX Proxy justement pour la sortie, justement parce qu'il n'y avait personne qui entretient ça, puis il n'y a pas de financement, donc la personne cette année, il ne le fait plus. Donc, c'est très important, puis je trouve ça très intéressant que ça soit fait. Et d'ailleurs, le Python est dans l'univers AI, est très présent. Il n'a pas mis ça n'importe où, il a mis ça dans un endroit intéressant. Patch Thursday de Microsoft, beaucoup d'éléments 0D expliqués, présents là. Un qui semblerait qu'il est déjà en cours d'action, fait que patcher vos systèmes le plus vite possible. C'est un peu toujours l'espèce de course et d'évaluer. Donc, plus c'est exposé, patcher vite. Donc, c'est toujours la même chose. Mais celle-là, je préférais le mentionner parce qu'il y avait vraiment des attaques actives sur un des 3 0D, puis il y a 3 0D. Fait que c'est de bien agir en ce sens-là. Dernière nouvelle de cette section-là, c'est les changements rapides de ciseaux dans les organisations est un problème. Parce que c'est un poste qui est propice au burn-out parce que la pression est très, très forte comme ciseau dans une organisation. Parce qu'on est celui qui, soi-disant, limite l'innovation. On est celui qui mange le coup s'il y a un incident. Donc, c'est un énorme problème. Et le fait que celui-ci change souvent les organisations dû à cette pression-là, dû le manque de support à l'organisation, amène le fait que chaque nouveau ciseau amène une nouvelle façon de faire, donc défait ce que l'ancien ciseau voulait faire, mais ses propres approches à lui. Donc, on est en constant changement, donc on n'est jamais capable d'atteindre une maturité suffisante parce que ce jeu de changement de chaise fait juste nuire globalement à la sécurité des organisations. Donc, si vous avez un ciseau dans votre organisation, là, faites-y attention, puis aidez-le à vous amener ailleurs. C'est sûr, on n'est jamais dans la perfection, mais d'aider votre organisation à progresser et de ne pas faire les nouvelles comme on voit. J'en ai beaucoup. Je ne parle pas autant de fuite parce que ce n'est pas des sujets qui m'intéressent énormément ou de vulnérabilité, mais il demeure qu'il y en a énormément, donc des manœuvres et du temps à faire de ce côté-là, à pratiquer et justement à faire avancer les choses. Donc, cagez-les-là pour les protéger et aider votre organisation à croître. Dernière section, d'hiver. Le premier, c'est un peu plus tristounet au sens où l'Iran a coupé l'accès à Internet parce qu'il y a des mouvements politiques internes qui sont difficiles à l'heure actuelle. Donc, ils ont vraiment littéralement coupé. L'autre chose, c'est Starlink a donné gratuitement accès pendant ça pour essayer de contourner cette limitation-là. Par ailleurs, il semblerait que l'Iran a fait du voyage d'onde, donc limite la capacité d'utiliser Starlink malgré tout. Donc, on est dans un contexte très, très complexe. C'est un peu un brouillage qu'on revoit comme en Russie.
qui empêche justement les drones de naviguer à l'aide de communication satellite. Donc, on est un peu dans le même univers, donc on est vraiment dans un contexte répressif. Et ça fait partie aussi de l'augmentation dans la balkanisation de l'Internet dans cette capacité-là. Et il y a de plus en plus de fermeture d'Internet qui est faite par les pays totalitaires. On se retrouve dans cette phase-là d'évolution. Donc, c'est un peu tristouné en termes de choses. La Pologne a réussi à contrer une attaque sur son système d'électricité, soi-disant une attaque venant des Russes. Donc, ça un rappel, puis ça, j'ai utilisé cette nouvelle-là parce que c'est un rappel que même si la guerre est loin, la guerre est proche. La volonté des Russes, notamment, ou de tous les pays hostiles aux valeurs de l'Occident, vont nous affecter d'une façon ou d'une autre, de plus en plus vers des choses qui sont importantes dans notre société, donc dans ce cas-ci, l'électricité. On l'a vu avec l'eau aussi, beaucoup aux États-Unis, par exemple, où ça s'attaque beaucoup de cette façon. Donc, bref, c'est comme ça. Le juge a dismiss, a tassé la poursuite que les actionnaires de CrowdStrike avaient faite pour récupérer. Selon leur énoncé, ils avaient été fraudés. Ils avaient été faussement en représentation, perte d'argent et des choses comme ça. Elle n'est pas fermée dans le sens où ils peuvent revenir avec des meilleurs arguments, parce que c'est la qualité des arguments qui était en jeu. Par ailleurs, la poursuite de Delta est encore en vigueur face à CrowdStrike. Et dans ce contexte-là, puis ce qui est important à savoir, c'est que dans un contexte américain, le vrai contrôle pour s'assurer qu'on fait les bonnes choses, au lieu d'avoir un modèle européen qui est très normé, qui vient encadrer tout, le modèle américain se base sur des poursuites. Fait que la non-réussite de ces poursuites-là est une mauvaise nouvelle en soi pour tenir en responsabilité ces compagnies-là des actions qu'ils posent, qui arrêtent d'être, qu'on pourrait qualifier de négligents, en l'occurrence, et de mieux préparer leur logiciel, dans le cas de CrowdStrike, justement pour éviter les problèmes qu'ils ont, donc de conséquences qui vont avec ce type de situation-là. Bref, ça manque un peu. Donc, le mordant, normalement, du système américain n'a pas eu fait dans ce cas-là. Dernière nouvelle, puis très intéressante, puis j'espère que si vous l'avez entendu, j'aime ça va avoir un clin d'œil par rapport à ça. Ça fait 40 ans que le Hacker Manifesto a été diffusé sur Frack. Mon premier contact avec ce manifesto-là, c'est dans le film Hackers, qui le lit d'ailleurs, ce manifesto-là. Très intéressant. Et ça, je crois, ça l'a animé et passionné. Une génération complète de gens maintenant qui travaillent en cybersécurité. Les vieux, ceux qui ont les cheveux blancs maintenant, ont été énormément inspirés par ce texte-là qui était un éloge à la curiosité, qui à l'époque était un point de vue valide, qui est beaucoup moins valide maintenant, mais par ailleurs qui a été très inspirant, très chose. Puis ça m'a rappelé aussi le film Hackers qui m'avait mis en contact justement avec cette information-là. À ce moment-là, ça complète une nouvelle cette semaine. Ça a été une semaine très chargée. Il y avait énormément de nouvelles. Là. J'avais une affaire comme 200, 250 nouvelles. J'ai réussi à réduire à 40 pour la pertinence. Fait que c'est le gras qui a tenu beaucoup de bruit cette semaine. Bref. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Enregistrement la semaine prochaine. Je vais voir si je fais encore ça sur Discord. Peut-être faire ça sur Twitch aussi. Je suis en train d'explorer les différentes facettes par rapport à ça. Si ça vous intéresse de voir mon enregistrement en live au lieu de l'écouter en différé le matin sur ça, je vous souhaite une excellente semaine.